participants se rajouteront tout seuls au fur et à mesure. D'accord. Donc bonjour à tous, merci à vous de vous être connectés sur notre webinaire « Quelle hygiène de vie pour le monde d'après » que nous vous présentons un petit peu sous forme d'interview avec, donc on est 4 professionnels de santé au travail. Et le but, donc, c'est de vous donner quelques pistes après ces successions de confinement et de répondre à vos idées reçues. Donc, Kevin Luneau parlera plutôt de l'activité physique, le docteur Mathura Murugavel plutôt sur les addictions, Cécile Texera sur l'alimentation et moi-même, Frédéric Bégaud, je vais servir sous forme d'interview à leur poser des questions. Donc en fait, ce que l'on peut dire, c'est que le confinement, bon, en raison bien sûr de la Covid-19, a eu un effet sur la population avec certaines répercussions, notamment sur l'alimentation qui a été plus riche en sucre et en gras, une augmentation de la consommation de tabac et d'alcool et la diminution de l'activité physique. Voilà, donc par cet échange, nous espérons que nous répondrons à vos questions. Si vous avez des questions, donc vous pouvez écrire dans le chat et nous y répondrons à la fin. Nous allons vous présenter quelques chiffres pour vous montrer la répercussion des confinements. Il y a 57% des Français qui ont dit, après ces confinements, avoir pris du poids sur une moyenne à peu près de 2,5 kg. Par contre, 42% des Français qui ont pris du poids déclaraient quand même avoir fait du sport tous les jours, ce qui signifie que sans doute que l'activité physique était moindre que la consommation d'aliments. Et puis, 37% des individus déclarent avoir modifié leur alimentation. Alors, notamment sur, par exemple, l'augmentation des fréquences ou des quantités, ou bien une diminution de la consommation de fruits et légumes. Et aussi, ça a eu un effet négatif par l'aggravation des pathologies qui sont liées à l'alimentation, comme le diabète ou les pathologies cardiaques. Par rapport à l'activité physique, bien sûr, la fermeture des lieux de salles de sport a entraîné une diminution de l'activité physique. En ce qui concerne le tabac et l'alcool, sur ces consommateurs-là, par rapport aux fumeurs, 27% déclarent avoir augmenté, ce qui veut dire que globalement, ils ont augmenté leur consommation quotidienne de 5 à 6 cigarettes par jour. En ce qui concerne l'alcool, 11% des personnes interrogées disent avoir augmenté leur consommation d'alcool, alors soit par la fréquence, soit par le nombre de verres par jour, et soit pour les deux. Donc, nous allons commencer par l'alimentation. Donc, Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire si tous les individus s'alimentent de la même façon ? Alors non, tous les individus ne s'alimentent pas de la même manière puisque va rentrer en jeu en fait nos coutumes, notre culture et notre éducation par rapport à l'alimentation, à ce besoin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'alimenter reste un besoin vital de toute façon et ça, c'est pour tous les individus. Donc, on remarque qu'on a sans doute besoin de certains nutriments, puisque... Alors, effectivement, en fait, notre corps a des besoins nutritionnels de base et il ne faut pas les supprimer. Donc, c'est le sucre, le sel, les protéines et les matières grasses. En fait, notre corps, donc notre organisme, va réguler ses besoins, c'est-à-dire qu'il va faire un équilibre, il va établir un équilibre entre ce que j'apporte et ce que je dépense. Et donc, effectivement, on le verra un peu plus tard dans le webinaire concernant l'activité physique. Donc, ce besoin, donc notre corps, il a un besoin et il va envoyer un signal. Et ce signal, c'est la faim. Alors, comment se manifeste cette sensation de faim ? Ça va être une sensation de creux, de vide, d'égarement au niveau de l'estomac. On va être un peu énervé ou irritable. On va avoir des difficultés de concentration et on va manquer d'énergie. Et en fait, reconnaître toutes ces manifestations, c'est important puisque on va répondre à ce besoin, à cette demande de notre corps
Et donc, c'est aussi important d'observer ces sensations de faim, mais aussi de rassasiement. Alors, on confond souvent satiété et rassasiement. En fait, la satiété, donc, je ressens la faim, donc je vais manger. Et en fait, la satiété, ça va arrêter cette sensation de faim. Donc, comme je le disais, cette sensation de creux dans l'estomac, etc. Mais j'ai quand même encore envie de manger. En fait, il faut savoir que la satiété, si on est très attentif, elle arrive au bout de seulement quelques bouchées. Donc, on pourrait s'arrêter à la satiété, mais en fait, on mangerait de petites quantités très fréquemment par jour. Et en fait, le rassasiement, donc j'ai encore envie de manger, donc je vais poursuivre mon repas jusqu'au rassasiement. Et là, le rassasiement, c'est vraiment la fin de l'envie de manger, la fin du désir. Le docteur en nutrition au Canada, Karine Gravel, parle de l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est vrai que l'alimentation intuitive, c'est un peu une nouvelle façon de manger, une façon plus naturelle de manger, selon 10 principes donc, qui sont affichés là. Pour en reprendre quelques-uns, c'est déjà rejeter tout ce qui est la culture des régimes et donc tout ce contrôle alimentaire. Et essayer plutôt d'établir ou de rétablir une nouvelle relation de confiance avec la nourriture. Et donc de faire la paix en fait avec les aliments. C'est aussi, comme je l'ai dit aussi précédemment, d'écouter ces sensations d'appétit. Et donc, par ce biais-là, en fait, forcément, je vais un peu mieux réguler mes apports alimentaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche qui est plus positive, qui est plus bienveillante envers son corps. Et en fait, de rejeter, de respecter son corps malgré son poids. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut parler qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des régimes? Il y a des idées reçues avec des slogans manger 5 fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Effectivement, l'alimentation intuitive, elle est un peu anti-régime. C'est-à-dire que quand on est au régime, on est dans le contrôle alimentaire. Et en fait, globalement, tous les conseils, on les connaît tous. On sait qu'il ne faut pas manger trop de sucre, de matières grasses, de sel. On a beaucoup entendu manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Globalement, tous ces slogans, tout le monde les connaît. Et pour autant, en fait, malgré ces campagnes, donc c'est le plan national nutrition santé qui avait mis en place cette campagne. Et en fait, avec le recul, on s'aperçoit que le but de ce plan, c'était plutôt de faire diminuer tout ce qui est surpoids et obésité chez l'adulte. Et puis, ça a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que pour vous donner quelques chiffres, l'obésité chez l'adulte a augmenté de près de 17% et le surpoids à hauteur de 32%. Donc, c'est vrai que ce plan, ce programme a été plutôt un échec. Pour vous donner un exemple d'un petit peu d'arrêter d'être dans le contrôle de l'alimentation et de refaire la paix avec certains aliments, par cet exemple, en fait, on vous illustre que donc il y a 2 assiettes différentes. Une assiette qui est composée d'un steak frites qui fait 100 grammes et une deuxième assiette qui est composée d'un cabillaud vapeur riz basmati et qui fait 200 grammes. Et en fait, quand on est au régime, on a tendance à banaliser certains aliments. Donc là, bien sûr, on s'interdit de manger un steak frites. Et en fait, on va plutôt aller vers d'autres aliments dits plus sains. Et en fait, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une question de qualité des aliments, mais une question de quantité, puisque ces 2 assiettes vous apportent le même nombre de calories, à savoir 312. Donc, en fait, être au régime, c'est se priver? Eh bien, effectivement, en fait, on est dans la restriction cognitive. C'est-à-dire que volontairement, on va limiter sa prise alimentaire pour perdre ou maintenir son poids. Donc, par cet exemple, on a voulu vous montrer que donc, quand on est dans la privation de certains aliments, on va parfois avoir des craquages incontrôlables. Donc là, par exemple, je suis au régime et j'ai une envie d'un carré de chocolat. Sauf que mon cerveau, dans mon esprit, ou même aussi au sein de la société, on nous dit attention, le chocolat, c'est plutôt un aliment interdit.
Donc, je suis dans le contrôle, je vais plutôt aller me diriger vers un fruit, donc là, une pomme. Donc, je mange ma pomme qui m'apporte donc 52 calories, sauf qu'en fait, la pomme n'est pas mon aliment, l'aliment qui va me consoler, en tout cas. Donc, je vais aller manger 2 tranches de pain. Donc, ça va me rajouter 87 calories. Sauf que je pense toujours à ce carré de chocolat, mais voilà, il est interdit dans mon régime. Donc, je vais aller plutôt manger 2 petits gâteaux, ce qui va m'ajouter 35 calories. Et puis, de toute façon, je vais aller le manger, ce carré de chocolat. Et c'est ça qui va m'apaiser, me satisfaire. Et en fait, si on fait le calcul de ces 4 catégories d'aliments qu'on a mangés, on aura ingurgité 211 calories. Donc, soit l'équivalent de 5 carrés et demi de chocolat. Donc, alors que si j'avais dès le premier coup satisfait mon envie de carré de chocolat, et ben finalement, j'en aurais pris que 37 calories. Donc, d'être dans le contrôle, c'est vraiment l'erreur et c'est cette nouvelle façon de manger par l'alimentation intuitive qui est plutôt favorisée. Parce que effectivement, la restriction cognitive, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que j'ai une envie qui va emmener à une compulsion, sauf qu'après, je vais culpabiliser d'avoir mangé ce fameux carré de chocolat, et donc je vais me dévaloriser, je vais avoir une mauvaise estime de soi, et puis on va repartir sur une envie. Et puis sur la compulsion, etc. Et donc, on rentre dans ce cercle vicieux. Il faut savoir que 86 à 94% des personnes qui ont suivi un régime amaigrissant reprennent leur poids avec même un bonus, des fois de 10%. Donc, faire la guerre aux aliments, on s'aperçoit bien que ça favorise plutôt le gain de poids sur le long terme. Donc, si vous aviez quelques conseils à nous donner. Alors, il y a quelques conseils effectivement assez simples. C'est souvent, on entend, ouais, mais moi, je manque de temps pour cuisiner. Alors, il faut vraiment réviser ses priorités. C'est vrai que ça demande quand même un peu d'effort, mais bon, pas tant que ça, puisque si on consacre à peu près 1 heure par jour pour la confection de ces 3 repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ça représente que 4,2% de son temps sur la semaine. Donc, il faut vraiment essayer de prendre le goût de recuisiner ou de cuisiner. Le deuxième conseil, c'est essayer de se centrer sur son image corporelle et ne pas trop considérer le poids qui s'affiche sur la balance. C'est vraiment essayer de se voir de façon positive à tous les poids. Comme on l'a dit aussi précédemment, d'observer ces sensations de faim et de rassasiement. Ça permettra d'arrêter de peser les aliments ou d'arrêter de calculer le nombre de catégories. Ce sont vraiment des indicateurs fiables et qui sont un peu innés. On en parle beaucoup, par exemple, chez les bébés qui vont s'arrêter de manger dès la sensation de rassasiement. Donc, c'est vraiment des indicateurs déjà gratuits et qui sont innés en fait dès la naissance. De faire une pause aussi au milieu des repas, ça permet de s'interroger sur ses sensations. Bon, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je suis rassasiée? Et puis de garder cette notion de plaisir, ce plaisir épicurien. Voilà, que le repas, c'est un moment de plaisir et que ce n'est pas une contrainte d'aller manger une assiette d'haricots verts. Il faut vraiment se faire confiance et d'arrêter aussi de viser la perfection. Voilà, donc si j'ai bien tout compris, pour conclure cette partie sur l'alimentation, il faut être donc à l'écoute de ses sensations alimentaires. Notre meilleur allié, c'est le plaisir, c'est-à-dire se nourrir avec plaisir, en faisant attention à ce que l'on mange en niveau qualité, mais plutôt gustatif, et en toute sécurité, c'est-à-dire ne pas manger en se disant que cela va nous faire grossir. Et puis finalement, ce n'est pas manger, mais c'est déguster. Donc, je vais laisser la parole à Kevin sur la partie qui est activité physique. Bon, alors on dit manger, bouger. Pendant le confinement, quand même, on s'est aperçu que nos mouvements ont été limités. Qu'est-ce que c'est réellement l'activité physique? C'est juste faire du sport?
Alors l'activité physique, elle va se définir assez simplement. Là, je vais vous parler de l'activité physique et de ses bénéfices pour la santé. Tout simplement, la définition de l'activité physique, ça va être de produire du mouvement. Tous les mouvements qui vont être produits avec notre corps, on va différencier donc l'état de mouvement, d'activité physique par rapport à l'activité de repos. Le mécanisme est simple. Pour produire du mouvement, notre corps va avoir besoin d'avoir une activité musculaire. Cette activité musculaire va avoir besoin de consommer de l'énergie. Notre organisme va s'adapter pour favoriser cette dépense d'énergie. Alors, donc, vous parlez d'activité musculaire. Donc, en fait, faire de l'activité physique, c'est juste pour gagner en muscle. Pas forcément. L'activité physique va avoir beaucoup de bénéfices. Premièrement, bah, sur la dépense d'énergie, hein. Pourquoi on dit que l'activité physique, peut participer à faire maigrir, à faire perdre du poids? C'est principalement grâce aux effets métaboliques et à l'adaptation de métabolique que va connaître notre corps. Notre corps, c'est une machine qui, comme, toute machine, va avoir besoin de brûler du carburant pour produire, l'énergie, donc pour produire les mouvements. Le métabolisme, ça va être d'optimiser la dépense d'énergie et plus on va pratiquer l'activité physique régulièrement, plus notre organisme va s'habituer à brûler efficacement du carburant pour produire de l'énergie. À long terme, cette adaptation de notre corps, hein, à brûler plus facilement de l'énergie peut permettre la prévention de certaines maladies. Si on pense par exemple au diabète, hein, qui est un problème de l'équilibre du taux de sucre dans le sang, eh ben, le sucre étant un carburant premier de l'activité physique, brûler plus facilement du sucre avec l'activité physique va aider à avoir une régulation plus équilibrée à long terme parce que notre corps se sera habitué au niveau du métabolisme du sucre. On va aussi pouvoir avoir des effets, des bénéfices à long terme, hein, du renforcement cardiovasculaire. De même que notre corps va s'adapter, à l'effort, tout le système cardiovasculaire va s'adapter à, envoyer du sang dans le corps, hein, pour justement distribuer ce carburant, dans tous les muscles qui vont chercher à produire, le mouvement. Notre cœur va être, plus fort pour envoyer du sang plus rapidement, et nos vaisseaux, nos veines vont également s'habituer à se dilater pour envoyer le sang plus efficacement dans le corps, ce qui va permettre à long terme une certaine prévention des maladies cardiovasculaires, des, des vaisseaux qui sont plus souples et qui se dilatent plus facilement vont prévenir les effets, par exemple, de l'hypertension. Donc, en fait, l'activité physique, c'est le remède à moindre coût. Ça peut être un remède, hein, aussi pour la partie musculaire. On pense souvent à activité physique, avoir des gros muscles, mais simplement, le gain de tonicité musculaire, donc pas forcément des muscles énormes, volumineux qui produisent beaucoup de force, mais des muscles toniques, durs, qui vont pouvoir encaisser plus de contraintes dans la journée. Donc là, on va parler du gain en gainage, en tension musculaire qui va pouvoir être un gain pour la prévention des problèmes de dos, hein. En majorité, chaque Français connaîtra des problèmes de dos au cours de sa vie. Le fait d'avoir des muscles plus gainés vont permettre de tolérer plus facilement les contraintes. On sait que la position assise, hein, qui est une position majoritaire dans la journée, peut avoir des effets négatifs sur la mécanique du dos. Un dos plus musclé encaissera plus facilement les contraintes mécaniques de la position assise prolongée. D'accord. Et Donc, puis, pardon. pardon, sur le modèle aussi osseux, on va avoir un renforcement osseux lié à l'activité, physique. L'os, comment ça marche? La construction de l'os, la croissance des os, hein, ça marche en fonction des contraintes mécaniques qui sont subies. Si votre corps subit des vibrations, si votre corps subit contraintes en matière de poids. Bah, or, ça va être des choses qu'on va retrouver dans la pratique de certaines activités physiques, hein, les vibrations dans les pas, les vibrations dans les sauts, le poids dans le port de charge dans certaines activités. Tout ça va permettre d'habituer notre corps à construire plus facilement de l'os. Et en matière de prévention, hein, à long terme, ça va prévenir la perte de densité osseuse qui est naturelle avec le vieillissement et par extension, aide à la prévention de certaines maladies de perte de densité osseuse, comme par exemple l'ostéoporose. D'accord. Donc, l'activité physique, c'est bon pour les os, c'est bon pour les muscles, mais vous croyez que c'est bon pour la tête?
Il y a des bénéfices, en effet, pour la partie bien-être mental, hein. Si on parle purement du cerveau en tant qu'organe, la pratique d'activité physique va permettre la libération d'endorphines, qui est un petit peu appelée communément l'hormone du bonheur, hein, en réponse à l'activité, et aussi pour un petit peu permettre la récupération des différents systèmes musculaires qui ont été sollicités. Il va y avoir la libération de plein de neurotransmetteurs qui vont permettre le bonheur et aussi d'autres réactions dans le cerveau. Et puis on pense donc au bien-être mental sur le cerveau, mais l'activité physique va aussi pouvoir avoir des effets psychosociaux, hein. Elle va solliciter toutes nos capacités cognitives, donc pour être là à plusieurs, interagir avec l'environnement, qui peuvent être des facteurs d'intégration sociale, de vie en collectivité. Et puis l'activité physique, elle va pouvoir aussi avoir une dimension ludique, hein. On peut pratiquer l'activité physique sous forme de jeux qui vont venir stimuler l'esprit, la créativité et solliciter encore une fois différemment nos compétences cognitives. D'accord, donc j'ai compris, l'activité physique, ça va me rendre joyeuse, mais moi j'aime pas le sport. Alors, ça fait partie des idées reçues assez répandues. L'activité physique, hein, si on la définit comme la production de mouvement, elle ne se limite pas simplement qu'au sport. Tout simplement, hein, faire ses courses, porter des charges, va entraîner des mouvements, va entraîner sera considéré comme une activité physique, hein. Monter un pack d'eau sur plusieurs étages, ça va être une activité physique. Vous allez vous en rendre compte au niveau du souffle et du cœur. Jouer avec ses enfants, hein, courir avec eux, jouer dans les parcs, va être aussi une source d'activité physique et presque illimitée, hein, si vos enfants ont beaucoup d'énergie. Et puis, on n'y pense pas assez, mais le jardinage, ça va être une activité physique complexe qui va nous demander de porter des choses, de se baisser, de se relever, de travailler dans différentes positions, donc de produire toute une série de mouvements qui vont pouvoir avoir les bénéfices de l'activité physique. D'accord, donc même aussi quand je passe l'aspirateur ou quand je fais mes vitres, je fais de l'activité physique. Mais bon, il faut beaucoup de temps quand même pour faire du sport. Eh bien, le temps dans l'activité physique, la recommandation, elle est de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour, ce qui correspond à moins de 5% d'une journée. Or, si on a dit que l'activité physique ne se limitait pas qu'au sport, on va voir que la production de mouvement, elle est présente un petit peu partout dans la journée. Si j'ai pas de temps à dédier à une activité physique telle que le jardinage ou vraiment la pratique d'un sport, je vais découvrir que l'activité physique peut se cacher dans tous les mouvements du quotidien, les temps de trajet, selon si on les réalise en transport en commun avec les différents déplacements, les escaliers. Même les escalators, on peut les monter en marchant également. Faire de la marche à pied va être une activité physique également. Et puis pour ceux qui, avec le télétravail, ont vu leur temps de trajet diminuer, eh ben, on va chercher à transformer ces 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, hein, c'est la recommandation, en quelque chose peut-être de moins long, mais de plus intense au niveau de l'activité. OK, alors donc vous m'avez convaincue, je prends la bonne résolution, demain je fais du sport. Mais vous avez un truc pour me motiver? Se mettre au sport ou tout simplement tenir, la routine de l'activité physique, ça peut s'organiser, hein. On va chercher à se mettre des contraintes un petit peu environnementales pour arriver à déclencher, la motivation, déclencher l'envie d'aller au sport. Si mes affaires d'activité physique pour aller à ma salle de sport ou pour aller à mon activité physique sont déjà prêtes, si je repasse pas par chez moi pour me rendre sur un lieu de pratique d'activité physique, ça va être une petite contrainte environnementale qui va permettre, de ne pas couper la motivation à y aller. Retenez que notre corps, c'est une machine un petit peu à mettre en routine les activités. Donc si on arrive à le contraindre un petit peu et à le lancer, l'action va finir par appeler la motivation, voire même notre corps va nous réclamer cette pratique qui va devenir un petit peu routinière. On peut aussi trouver une pratique qui va se faire en groupe, hein, c'est plus motivant d'être à deux. On peut utiliser un petit peu la compétition entre pratiquants d'une activité physique ou d'un sport, hein, pour faire plus que la dernière fois, faire mieux que la dernière fois, faire plus longtemps, plus vite. En tout cas, comme pour l'alimentation dont on parlait tout à l'heure, la notion de plaisir va être importante, hein. Il faut trouver l'activité qui nous plaît, quelque chose qui nous motive à y aller, quelle que soit la raison. Si c'est pour la dépense d'énergie pure, la pratique en groupe, hein, retrouver un collectif pour une pratique d'activité, quelle qu'elle soit, de l'activité physique sportive pardon, très intense, à simplement la pratique du jardinage ou de jouer avec les enfants. D'accord, mais bon, si on est malade, on ne peut pas faire du sport.
Alors ça fait partie des idées reçues. Le sport, plutôt vu comme une contrainte ou une contre-indication, aux problèmes de santé, va de plus en plus être vu, comme un remède. Si on prend l'exemple, d'un problème de dos, certes en phase aiguë, on va pas chercher à faire, d'activité physique, hein. On va laisser, la douleur disparaître ou le corps un petit peu se remettre. Mais, l'activité physique va être vue comme un moyen soit de prévention, hein, pour habituer notre corps à avoir de nouvelles contraintes, soit comme un moyen de prévention et ça va être le cas aussi dans, certaines maladies chroniques, hein. On a vu tous les effets positifs, de l'activité physique peuvent être des moyens de prévention, et on va penser aussi à l'activité physique adaptée. Il est loin le temps où on disait: «Vous avez un problème de santé, vous avez un problème ostéo-articulaire, vous ne pouvez plus faire que de la natation», parce que la natation, c'est un élément où il y a moins de contraintes pour le corps. On peut jouer sur l'adaptation de l'activité physique, l'adaptation du sport en soi, en agissant sur les contraintes, sur les règles, sur ne pas faire certains mouvements. Toutes les activités de fitness sont relativement intéressantes pour ça, hein, où on peut choisir un mouvement dans un but de rééducation, dans un but de prévention. Vous pouvez demander conseil aux professionnels de santé qui vous suivent habituellement pour trouver l'activité physique et une adaptation de cette activité physique qui pourrait vous permettre de pratiquer ce que vous aimez en corrélation avec vos restrictions ou vos limitations fonctionnelles. Merci. Donc si j'ai bien compris, on garde la notion de plaisir pour, l'alimentation et puis, bah, pour, l'activité physique. Bon, moi, je fume que 4 cigarettes. Ce sont les 4 cigarettes, de plaisir. Ça va. Il faut du coup, parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent que finalement, même consommer, 1 cigarette par jour représente déjà une augmentation de 48 des maladies coronaires par rapport à un non-fumeur. Donc cette affirmation est fausse. D'accord. Bon, alors je fume pas et je me mets à la cigarette électronique. Mais c'est plus dangereux que la vraie cigarette. Au contraire, ce qui est nocif avec le tabac, c'est, 2 choses. Un, le fait qu'on allume la cigarette avec du feu, donc la combustion telle quelle, qui dégage du monoxyde de carbone. Prenez l'image un peu métaphorique, qui est, je mets volontairement ma tête dans un incendie, c'est le même principe. Et la deuxième chose, c'est les adjuvants à la nicotine qu'on retrouve dans la cigarette, par exemple le goudron, le plomb, le cadmium et tous les autres éléments, et c'est ça qui sont cancérigènes. Or, dans la cigarette électronique, vous allez retrouver que, de la nicotine et le solvant. À partir du moment où vous achetez des solvants d'origine française, elles sont de il y en a 2 types, et pour l'instant, il n'y a pas d'effet indésirable de démontrer. Donc du coup, de ce fait, le vapotage est moins nocif que, de fumer du tabac. D'accord. Bon, alors je me mets pas à la cigarette électronique, on ne sait jamais, je fume plus, mais je prends un patch, mais mon pharmacien m'a quand même dit qu'il fallait surtout pas fumer si je vais d'un patch. Alors, au contraire, fumer en portant un patch est moins dangereux, en fait, si vous voulez, c'est moins dangereux de fumer quelques cigarettes en étant patché que, 20 sans l'être. En effet, le patch permettra de moins inhaler les cigarettes. Votre pharmacien a probablement peur du surdosage nicotinique. Or, les signes de surdosage sont connus. Pensez aux effets que vous avez peut-être ressentis lors de votre toute première taf. Vous avez peut-être eu la bouche pâteuse, le cœur qui palpitait, ou encore des nausées, des vomissements, la tête qui tournait ou des maux de tête. Donc ça, ce sont des signes de surdosage, et si ça vous arrive, soit vous retirez le patch et vous le coupez en 2 et vous mettez la moitié, soit vous tout simplement, vous diminuez le dosage du patch actuel. D'accord, bon alors Kevin, il nous a convaincus qu'il fallait se mettre, au sport ou en tout cas, faire une activité physique. Ça tombe bien parce que, si on fait de l'exercice, ça permet d'éliminer plus vite l'alcool. Malheureusement pas, il y a aucune solution miracle pour dessoler plus vite, seul le temps permet d'éliminer l'alcool. En moyenne, sachez quand on boit un verre d'alcool, l'alcoolémie atteint son maximum environ 1 heure après, 30 minutes si on est à jeun, puis elle commence à baisser. Comptez environ 1 heure et demie pour éliminer chaque verre d'alcool que vous aurez consommé. Et si on boit que de la bière, c'est pas de l'alcool? Au contraire, que ce soit du vin, de la bière, du rhum, du vodka, du whisky ou même d'autres apéritifs quels qu'ils soient,
Tous ces boissons contiennent de l'éthanol. L'éthanol, c'est le nom scientifique du molécule de l'alcool. Or, c'est l'éthanol qui est dangereux, pas le type de boisson. Que ce soit un verre de vin à 10 centilitres ou un demi de bière à 5 degrés ou un whisky à 2 centilitres, tous contiennent 10 grammes d'alcool pur et c'est ce qui correspond aussi à la notion de verre standard. Sachez également que les recommandations de Santé publique France de 2020 sont beaucoup plus strictes que celles de l'OMS. En effet, elle recommande pour avoir le moindre risque possible pour la santé de ne pas consommer plus de 2 verres par jour, que qu'on soit un homme ou une femme, mais aussi de pas plus de 10 par semaine et avec des jours d'abstinence dans la semaine. Par contre, comme je viens de vous le dire, c'est pour avoir le plus faible risque pour la santé et ça ne veut pas dire zéro risque. Si on va avoir zéro risque pour la santé, c'est 0 goutte d'alcool. D'accord, mais alors vous avez parlé whisky, vin, mais si je prends un cocktail, c'est moins nocif? Alors, cette affirmation est fausse aussi. Ce qui compte, c'est la quantité d'alcool absorbée et elle ne change pas, même si vous rajoutez de l'eau, du jus de fruits, ou même des glaçons. L'alcool est juste dilué, il a pas disparu. Pire, même le sucre contenu dans ces cocktails masque le goût d'alcool, donc en fait, ça vous fait penser, que vous pouvez boire plus et sans risque. Or donc une consommation de cocktail peut être beaucoup plus elle peut entraîner beaucoup plus de verres que si vous aurez consommé de l'alcool pur. D'accord, oui, mais alors par exemple, bon, boire un petit verre de vin rouge tous les jours, on dit que c'est bon pour le cœur. Alors c'était vrai, dans les années 90, c'est ce qu'on appelle le fameux French paradox, et encore pour une consommation de 1 ou 2 verres, maximum par jour. Par contre depuis, il y a plusieurs, cette affirmation a été remise en cause. Il y a des chercheurs canadiens qui ont repassé en revue, plus de 2 262 études scientifiques sur ce sujet et leur conclusion, c'est qu'aucune consommation d'alcool peut avoir des effets bénéfiques. Alors, même si le vin contient des antioxydants, pour ressentir les bienfaits, donc notamment pour le cœur, il faudrait, que vous consommiez 330 litres par jour. Or, si vous consommez telle quantité, à ce moment-là, même cette consommation même de telle quantité peut être nocive pour la santé, mais aussi pour le cœur. Alors, à ce moment-là, consommez plutôt des raisins avec leur peau, vous aurez les antioxydants et c'est sans risque pour la santé. D'accord. Mais bon, alors vous dites qu'il y a pas de bénéfice à boire de l'alcool, en tout cas, ça fait pas grossir. Si, 1 gramme d'alcool contient 7 kilocalories, donc si je reprends mon notion de verre standard qui contient, 10 grammes d'alcool, pour chaque verre standard que vous allez consommer, vous aurez 70 kilocalories. Si vous voulez perdre du poids, la première mesure à prendre est de réduire, voire arrêter, votre consommation d'alcool et d'autant plus en couplant avec l'activité physique quotidienne comme l'évoquait Kevin tout à l'heure, un arrêt d'alcool, il est possible de perdre un tour de taille en quelques semaines. Alors mettez vos baskets, buvez de l'eau et à vous de la perte de poids. D'accord. Mais, je me suis aperçue que quand je buvais, en fait, je tenais bien l'alcool, je suis pas addict. Au contraire, bien tenir, ça peut être le signe que le cerveau est devenu tolérant aux produits et qu'il s'est accoutumé à l'alcool. La tolérance est davantage un indice de la dépendance physiologique. Par ailleurs, c'est pas parce qu'on est capable d'ingérer plus d'alcool sans ressentir l'ivresse ou les conséquences que ça veut dire que le produit est inoffensif. Même en absence de sensation d'ivresse, l'abus d'alcool engendre des effets délétères pour la santé. Et c'est quoi, en fait, l'addiction? Alors, on peut caractériser l'addiction comme une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif des substances compulsives. Donc on parle, enfin des substances psychoactives pardon, ça peut être, l'alcool, le tabac, la cocaïne, l'MDMA, le cannabis et cetera. Malgré la connaissance, il y a des conséquences, nocives sur le plan de la santé, professionnelle, sociale et personnelle. C'est une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension et cetera. Oh, mais alors vous nous parlez de l'addiction, mais ça a quoi comme rapport avec le travail? Alors, de bonnes conditions de travail, ça garantit un environnement protecteur pour le salarié, en plus d'améliorer ses compétences et ses performances. À l'inverse, si on a une organisation de travail qui n'est pas adaptée, ça peut engendrer du stress, de la fatigue et même mener à une conduite addictive. Pour, par exemple, tenir la cadence, pour se détendre après le boulot et cetera. Hem
il faut savoir qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque, qui peuvent, t'amener à des conduites addictives au travail. Par exemple, la culture dans l'entreprise, s'il y a des after work, des déjeuners d'affaires, des séminaires, la disponibilité physique même de l'alcool, ou de d'autres produits, sur le lieu de travail. Par exemple, prenez, le barman qui travaille, avec, de l'alcool, toute la journée, il aura, plutôt facilement, une tendance à consommer que, quelqu'un qui serait dans les bureaux. La notion de tolérance aussi, plus, l'hiérarchie, ou même les collègues sont tolérants vis-à-vis de la consommation et qu'il y a si en l'absence de sanctions, ça peut favoriser aussi, les consommations et après penser par exemple au pot de départ qu'on peut avoir, dans les entreprises où il y a de l'alcool et qu'il y a un collègue qui dit: «Allez, c'est qu'un verre, c'est rien». Bah, du coup, la pression des pairs, ça peut favoriser aussi cette consommation. Ensuite, toutes les, métiers, qui ont une pénibilité physique, par exemple la manutention, les conditions climatiques extrêmes, ça peut être à risque aussi et la dernière chose, bien évidemment, c'est les contraintes psychiques, donc si on est dans un métier enfin, sur un poste de travail avec des relations conflictuelles avec des collègues, avec l'hiérarchie ou en contact régulier avec, du public, c'est, aussi des situations à risque. D'accord. Donc si j'arrive, en état d'ébriété à mon bureau ou bien si je bois, sur mon lieu de travail, je risque quoi? Alors, la réglementation est très claire dessus. Il n'y a pas de possibilité de consommer, des substances psychoactives sur le lieu de travail. Heu, Par contre, concernant l'alcool, on peut un peu nuancer. La consommation d'alcool peut être, autorisée par l'employeur dans certains contextes et il sera inscrit dans le règlement intérieur. Mais même dans ce contexte-là, il n'y a que le cidre, le vin, la bière et le poiré qui peuvent être autorisés. En ce qui concerne le tabac, c'est un peu comme dans les lieux publics, sur les gares, dans les métros et cetera. On consomme pas, on n'allume pas une cigarette, on vapote pas sur le lieu de travail aussi. Et c'est le non-respect, peut entraîner des sanctions de la part de l'employeur qui peut aller jusqu'au licenciement. Après, bien évidemment, si on arrive, avec une consommation de quel que soit le produit, en réalité, on peut avoir, un accident du travail, un accident de trajet qui peut être bénin, mais comme mortel. Après, imaginez un collègue, qui arrive sans arrêt en état d'ivresse, c'est pas très agréable pour l'ambiance du travail, donc ça détériore la qualité de vie au travail. Et après, pour la personne elle-même, il peut avoir des troubles de concentration, des mémorisations, de sommeil, donc du coup, une diminution de sa productivité. D'accord. Donc en fait, si par exemple j'ai un collègue qui est en détresse, qu'est-ce que je peux faire? Alors surtout ne l'évitez pas, ayez plutôt un échange bienveillant avec, lui, et proposez-lui, de prendre contact avec son médecin traitant, son médecin de travail ou éventuellement un addictologue. L'addiction est une maladie. Et si il a des comportements inhabituels, je fais quoi? Alors, les troubles de comportement, ça peut être de différentes formes. Ça peut être, par exemple, juste le collègue, qui a bu un verre de trop et qui se met, par exemple, à chanter ou à danser. Mais ça peut être aussi se traduire par des hallucinations, des tremblements, de l'irritation. Et du coup, ces troubles peuvent être dangereux pour la personne elle-même, mais aussi pour son entourage, c'est-à-dire vous en tant que collègue. Ainsi, il est important d'alerter, et de prévenir l'employeur, le sauveteur secouriste pour qu'il puisse retirer la personne en question de toute activité, professionnelle dangereuse, mais aussi pour pouvoir l'évacuer vers une structure d'urgence. D'accord. Et si pour répondre à une question, sur, le lieu de travail, il y a certains salariés qui fument en gardant la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, stopper la nuisance? Je regarde la question, j'ai pas vu. Alors, bah, essayez avant tout de parler avec la personne. Après, c'est la responsabilité quand même de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité, donc c'est à lui d'appliquer, son règlement intérieur, de prendre des sanctions s'il faut. D'accord. Donc est-ce que vous avez des questions, auxquelles on pourrait répondre avant de conclure? Pas de questions?
Donc, on va peut-être conclure s'il n'y a pas de questions particulières. C'est que sans doute on a été très clair. Ah, j'ai raté. Donc, en fait, pour conclure, il faut garder la notion de plaisir, hein, en ce qui concerne donc l'alimentation et l'activité physique, et bien sûr proscrire les consommations de tabac et d'alcool ou autres drogues, sinon en tout cas les limiter. Donc être à l'écoute de son corps par rapport à ses besoins, donc besoins par rapport à l'apport avec l'alimentation et les dépenses par rapport à l'activité physique, et aussi par une meilleure organisation de son travail et de sa vie privée, de façon à pouvoir être en bonne santé. Alors, il y a une autre question. Si je constate ou plutôt soupçonne qu'un salarié est alcoolisé, que dois-je faire exactement? C'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport aux troubles de comportement, c'est-à-dire, alors peut-être que d'abord commencer, par, échanger avec la personne, parce que c'est peut-être pas une consommation d'alcool. Après, si vraiment ça induit des troubles de comportement, à ce moment-là, il faudra prévenir l'employeur pour qu'il puisse, agir en fonction. Alors, on nous demande si on peut recevoir cette présentation. J'imagine qu'elle va être sur un site. Oui, Kevin? Alors, elles vont être accessibles depuis la plateforme, mais vous allez pouvoir les retrouver sur les différents sites de vos services de santé au travail et en replay sur YouTube. Je vais repasser à la fin les slides avec les coordonnées qui étaient en introduction de cette présentation. Voilà, donc, de toute façon, vous pouvez donc contacter votre service de santé au travail, hein, qui donc vous accompagne et vous conseille, et sur tous les sites des services de santé au travail, il y a des outils avec des guides, des fiches pratiques, des affiches, des webinaires qui sont à votre disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que vous alliez déjeuner? D'accord. Donc, eh bien, alors, on vous souhaite de déjeuner avec plaisir, attention et en toute sécurité. Voilà. Et puis, pensez à descendre des escaliers et à les monter plutôt que prendre l'ascenseur. Et essayez de limiter votre consommation pour les fumeurs donc de tabac et votre consommation d'alcool. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été présent. C'était un vrai plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.